Le mari infidèle riait en signant les papiers du divorce, jusqu'à ce que le juge lise le testament de son père. « J'ai tout calculé, Émilie. La moitié de la maison du lac sera à moi, tout comme le fonds fiduciaire. Tu peux remercier ton défunt père pour ça. » Ce furent les derniers mots que Mark Van Benz dit à sa femme en riant, avant d'éclater de rire et de signer les documents du divorce comme s'il venait de gagner à la loterie. Il n'avait aucune idée que son père avait réécrit son testament peu de temps avant sa mort et que le juge s'apprêtait à le lire, là, dans la salle d'audience. Ce qui suivit vous fera douter de tout ce que vous croyez sur l'amour, la trahison, la justice, l'héritage et la vengeance depuis l'au-delà. Spectateur, avez-vous déjà fait entièrement confiance à quelqu'un au point que sa trahison ressemble à un coup de poignard physique dans la poitrine? Comment y avez-vous fait face? Laissez vos opinions dans les commentaires. La matinée du 15 octobre commença comme n'importe quel autre mardi dans le centre-ville de Chicago, mais Emily Wessler savait que ce serait un jour qui changerait tout. Elle se tenait devant les fenêtres panoramiques de son cabinet d'architecture, regardant la ville s'éveiller 2 étages plus bas. L'horizon qu'elle avait contribué à façonner avec ses projets innovants semblait maintenant l'œuvre d'un étranger. Son téléphone vibra. Encore un message de son avocate, Janet Rodriguez. Audience à 14h. Prête pour ça? Prête. Émilie était prête depuis 18 mois, depuis qu'elle avait trouvé les relevés de cartes de crédit montrant des dépenses dans des bijouteries où elle n'était jamais allée, des restaurants où elle n'avait jamais dîné, et un appartement en copropriété dans le centre-ville qu'elle n'avait jamais vu. L'appartement où Mark avait installé sa dernière conquête, une assistante juridique de 26 ans nommée Stéphanie, qui étalait leurs escapades romantiques sur les réseaux sociaux. Tandis qu'Émilie travaillait 60 heures par semaine pour construire leur avenir, l'ironie ne lui échappait pas. Pendant qu'elle concevait des maisons pour d'autres familles, son propre mari détruisait la leur. L'assistante d'Émilie frappa doucement. « Les documents pour Morrison sont prêts à être vérifiés et votre réunion de 11h est annulée. Merci, Sarah. » La voix d'Émilie restait ferme, professionnelle. Elle avait perfectionné ce masque au cours de la dernière année et demie. Une femme à succès qui maîtrise tout, même lorsque son mariage s'effondrait à huis clos. La vérité était plus compliquée. Mark Evans, son mari depuis 12 ans, n'était pas seulement infidèle, il était calculateur. Chaque liaison était soigneusement orchestrée, chaque mensonge méticuleusement conçu. Il l'avait manipulée avec une telle habileté qu'elle avait commencé à douter de sa propre santé mentale. Quand elle l'avait confronté aux dépenses suspectes, il l'avait fait passer pour une paranoïaque. Quand elle l'interrogeait sur ses retards nocturnes, il l'accusait d'être contrôlante. Mais Emily Wessler n'avait pas bâti un cabinet d'architecture valant plusieurs millions de dollars en étant naïve. Elle avait secrètement engagé un détective privé, tout documenté et demandé le divorce avec la même précision qu'elle appliquait à ses projets de construction. Sans drame, sans scène publique, juste une justice froide et calculatrice. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Mark prenait son sang-froid pour de la faiblesse. Il se vantait auprès de ses collègues de la façon dont il avait géré Emily, comment il partirait avec la moitié de la fortune de sa famille et qu'elle était trop fière pour jouer salement. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Alors qu'Emily rassemblait ses documents pour l'audience finale, elle pensa à son père, Harald, décédé seulement 2 mois plus tôt. Ses funérailles d'avant doit été la dernière fois qu'elle et Mark étaient apparus ensemble en public, maintenant la façade d'un couple en deuil. Même à ce moment-là, Mark envoyait des messages à quelqu'un d'autre pendant le service. Le palais de justice l'attendait, avec la fin de tout ce en quoi elle avait jamais cru concernant l'amour, la loyauté et la justice. Le palais de justice du comté de Cook bouillonnait d'activité après le déjeuner. Les avocats se déplaçaient entre les salles, leurs chaussures coûteuses résonnant sur les sols en marbre qui avaient été témoins de milliers de mariages brisés. Emily arriva avec 15 minutes d'avance, dans un tailleur gris foncé impeccable et avec un sang-froid inébranlable. Mark arriva en se pavanant, avec 10 minutes de retard, arborant une montre de designer brillante et ce sourire arrogant imprimé sur son visage, comme s'il possédait le bâtiment. Il avait amené Stéphanie. L'audace était impressionnante. Elle était assise dans la galerie, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, consultant son téléphone comme si c'était un divertissement. La juge Morrison, une femme stricte d'environ 60 ans, ouvrit la séance. Evans contre Wessler, jugement final de divorce. Janet Rodriguez présenta le cas d'Emily avec une précision chirurgicale. Bien documenté, infidélité prouvée, accord, conditions claires. Emily garderait son cabinet, les biens de sa famille et surtout sa dignité. L'avocat de Mark, un prédateur corporatif habile nommé Davidson, dépeignit un tableau différent.
Il affirma que Marc méritait la moitié de tout, prétendant qu'il avait soutenu la carrière d'Emily émotionnellement et professionnellement. Le mensonge glissait de sa langue comme du miel sur du verre brisé. Mais ce fut la réaction de Marc qui surprit tout le monde. Alors que la juge Morrison commençait à lire les termes finaux de l'accord, il se mit à glousser, riant carrément dans la salle d'audience pendant la procédure de divorce qui mettrait légalement fin à 12 ans de mariage. « Quelque chose vous amuse, monsieur Evans ?» La voix de la juge Morrison aurait pu glacer l'enfer. Marc ajusta sa cravate. Ce sourire arrogant était inébranlable. « Je pensais juste à de nouveaux départs, votre honneur. De nouveaux départs et tout ça. » Émilie eut la nausée. Même maintenant, face à la dissolution de leur mariage, il jouait la comédie, dépeignant l'homme confiant qui retombait sur ses pieds, prêt à prendre l'argent et à passer à autre chose. Stéphanie gloussa depuis la galerie. La juge avait déjà vu des hommes qui pensaient que tout leur était dû, mais le manque de respect de Marc la mettait hors d'elle. « Monsieur Evans, je vous suggère de traiter cette procédure avec le sérieux qu'elle mérite. » Marc hocha la tête d'un air moqueur, sortant son stylo plume en or, celui qu'Émilie lui avait offert pour leur 5e anniversaire. Il signa chaque page avec des gestes théâtraux, jetant de temps en temps un coup d'œil à Stéphanie et lui faisant un clin d'œil. « Voilà, annonça-t-il en faisant glisser les documents sur la table. La liberté n'a jamais coûté aussi cher. » Émilie signa calmement, avec des mouvements contrôlés et délibérés, sans drame, sans larmes, juste la fin d'un chapitre qu'elle avait déjà clos dans son cœur. Mais quelque chose n'allait pas. La juge Morrison fronça les sourcils en regardant l'écran de son ordinateur, ses doigts figés au-dessus du clavier. Le greffier s'approcha de l'estrade, chuchotant avec urgence. L'expression de la juge passa de l'irritation à la perplexité, puis à quelque chose qui fit accélérer le pouls d'Émilie. « Il semble y avoir une complication », annonça la juge Morrison. Sa voix trancha la célébration de Marc comme une épée. Le rire de Marc se figea dans sa gorge. La salle d'audience plongea dans le silence, à l'exception du bourdonnement des lampes fluorescentes et des bruits lointains du trafic de Chicago filtrant à travers les épaisses fenêtres. « Quel genre de complication ?» demanda Jeannette Rodriguez en se levant. La juge Morrison ajusta ses lunettes de lecture et examina les documents qui venaient en d'être transmis. « J'ai reçu une notification urgente concernant la succession d'Harald Wessler. Il semble y avoir des actifs contestés qui affectent directement cet accord de divorce. » Le sang d'Émilie se glaça. Son père était mort il y a 2 mois. Sa succession avait été réglée il y a des semaines par l'intermédiaire de son avocat de toujours, Marcus Weave. Tout était simple, du moins c'est ce qu'elle pensait. Marc se pencha en avant, son assurance vacillant pour la première fois de la journée. « Quel est le rapport ?» « Le Nouveau Testament concerne spécifiquement la disposition de ses actifs en cas de séparation légale, » répondit la juge. L'esprit d'Émilie s'envola vers la maison de campagne au bord du lac Lehman, Lake Geneva. Son père l'avait achetée il y a 5 ans comme cadeau de mariage, inscrivant son nom et celui de Marc sur les actes de propriété. Elle valait près de 2 millions de dollars et représentait une part importante de leurs actifs communs. Davidson, l'avocat de Marc, parcourait fiévreusement ses documents. « Votre honneur, nous n'avons reçu aucune notification de complications successorales. La question de la succession Wessler a été réglée il y a des mois. »« Apparemment pas entièrement, » répondit sèchement la juge Morrison. « On m'informe qu'un Nouveau Testament a été découvert et homologué la semaine dernière. L'exécuteur testamentaire a demandé au tribunal d'être admis dans cette procédure en raison de l'impact direct sur la distribution des actifs. » Le visage de Marc prit une teinte rouge horrible. « C'est ridicule, Harald est un mort depuis des mois. Vous ne pouvez pas changer les règles au milieu du jeu. »« Monsieur Evans, je vous suggère de baisser la voix dans ma salle d'audience. » Le ton de la juge Morrison pouvait couper l'acier. « La loi ne fonctionne pas selon vos convenances. » Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent et Marcus Weave entra, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Malgré ses presque 70 ans, Émilie le connaissait depuis toujours. Il avait été l'avocat, l'ami et le conseiller de confiance de son père pendant plus de 30 ans, mais quelque chose dans son expression lui disait que ce n'était pas une visite de courtoisie. Derrière lui marchait un autre homme qu'Émilie ne reconnut pas. Plus jeune, élégamment vêtu, il portait une mallette qui semblait contenir des secrets d'État. « Votre honneur, » annonça Marcus, « je suis Marcus Weave, exécuteur testamentaire de la succession d'Harald Wessler. Voici David Chen, notre spécialiste en droit des successions. Nous nous excusons pour l'intrusion, mais des questions urgentes nécessitent une attention immédiate. » Marc frappa la table du poing. « C'est du harcèlement, pur et simple, ils essaient de manipuler le système. » Émilie regarda fixement Marcus, confusion et peur dans sa poitrine. Son père n'avait jamais mentionné avoir changé son testament. Il avait été vif d'esprit jusqu'au jour de sa mort, mais gardait ses affaires juridiques secrètes même pour elle.
La juge Morrison fit signe à Marcus d'approcher. Monsieur Weave, expliquez la nature de cet actif contesté et pourquoi il nécessite une attention judiciaire immédiate. Marcus ouvrit sa mallette avec une pratique rodée. Votre honneur, Harald Wessler, a rédigé un Nouveau Testament 6 mois avant sa mort. En raison de la nature délicate de son contenu et des instructions spécifiques concernant le mariage de sa fille, il nous a été ordonné de ne révéler ces termes qu'au début de la procédure de divorce. Les mots frappèrent Émilie comme un coup physique. Il y a 6 mois. C'est à ce moment-là qu'elle avait finalement parlé à son père des liaisons de Mark, de l'enquête et de ses plans pour demander le divorce. Harald avait écouté en silence, n'avait offert aucun conseil et n'en avait plus jamais parlé. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Le marteau de la juge Morrison frappa l'estrade. Compte tenu de la nature contestée des biens communs, j'admets le testament dans le dossier judiciaire. Monsieur Weave continuait. La voix de Marcus Weave avait le poids de décennies passées dans les tribunaux. Le testament final d'Harald Wessler, rédigé 6 mois avant sa mort, établit ce qui suit concernant les actifs contestés. Le pied de Mark battait nerveusement sous la table. Stéphanie avait cessé de faire défiler son téléphone, sentant enfin le changement d'atmosphère. À ma fille, Émilie, je lègue l'intégralité de ma succession, évaluée à environ 47 millions de dollars. Marcus fit une pause, laissant le chiffre être assimilé. Cependant, j'exclus expressément Mark Evans de tout bénéfice, maintenant ou à l'avenir. La salle d'audience explosa. Davidson se leva d'un bond. Objection, c'est clairement une violation. Asseyez-vous, conseiller. La voix de la juge Morrison trancha le chaos. Continuez, monsieur Weave. S'il existe des biens communs entre Emily Wessler et Mark Evans au moment de mon décès, lesdits biens reviendront intégralement à Emily Wessler en cas de séparation légale, sans aucune compensation financière pour l'autre partie. Le visage de Mark blêmit. La propriété du lac Léman avait disparu, mais Marcus n'avait pas encore terminé. De plus, le fonds fiduciaire familial d'Harald Wessler, créé au profit des futurs petits-enfants, est actuellement évalué à 12 millions de dollars et par la présente dissous. Tous les actifs sont transférés directement à Emily Wessler, avec effet immédiat après sa séparation légale d'avec Mark Evans. Les mains d'Emily tremblaient. Le fonds fiduciaire auquel elle n'avait jamais touché, l'argent mis de côté pour les enfants qu'elle et Mark n'avaient jamais eus parce qu'ils continuaient de repousser, trouvant des excuses. Son père avait observé, calculé, planifié. De plus, continua Marcus, sa voix s'élevant, la collection d'art hébergée dans la résidence conjugale des Evans, acquise entièrement avec les fonds de la famille Wessler et évaluée à environ 8 millions de dollars, revient à Emily Wessler après la dissolution du mariage. Mark retrouva enfin sa voix. C'est de la folie. On ne peut pas changer la propriété rétroactivement. La juge Morrison examina les documents. Monsieur Weave, ces actifs ont-ils été initialement acquis par le défunt et offerts au couple? C'est exact, votre honneur. Harald Wessler a tenu des registres détaillés prouvant le financement exclusif de tous les actifs contestés. Le Nouveau Testament clarifie simplement la propriété en cas de dissolution du mariage. David Chen s'avança avec une mallette pleine de documentation, de relevés bancaires, de contrats de vente et de déclarations de dons. Harald avait tout gardé. L'avocat de Mark tapait frénétiquement sur son téléphone, calculant probablement combien d'argent venait de s'évaporer de l'avenir de son client. La maison du lac Lehman, le fonds fiduciaire, la collection d'art inestimable, des millions de dollars sur lesquels Mark comptait comme son billet pour la liberté. Emily regarda Marcus dans un silence stupéfait. Son père était au courant du divorce. Il avait transformé son testament en arme pour s'assurer que Mark ne repartirait avec rien de ce qui appartenait à la famille Wessler. « Il y a plus », annonça doucement Marcus. La salle d'audience retint son souffle. Mark avait l'air sur le point de vomir. Même Stéphanie avait pâli, comprenant enfin que la fortune de son riche protecteur s'était dissipée en fumée juridique. La juge Morrison se pencha en avant. « Continuez. » Harald Wessler a également inclus un message personnel pour cette procédure. Marcus sortit une enveloppe scellée, brisant le sceau de cire avec une précision cérémoniale. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, écrite de l'écriture caractéristique d'Harald. Le cœur d'Émilie battait contre ses côtes alors que Marcus commençait à lire les derniers mots de son père. La voix de Marcus résonna dans la salle d'audience silencieuse alors qu'il dépliait la lettre, destinée à être lue en présence de Mark Evans pendant la procédure de divorce. Mark s'agrippa à la table, les jointures blanchies. « Mark, tu as sous-estimé l'amour d'un vieil homme pour sa fille. Quand Émilie m'a parlé de tes liaisons, de tes mensonges, de tes comptes à l'étranger, de la dissimulation des biens matrimoniaux,
J'ai su exactement quel genre d'homme tu étais. Le genre qui confond la gentillesse avec la faiblesse. » Émilie eut le souffle coupé. Son père était au courant des comptes offshore. Elle ne les avait découverts que quelques semaines auparavant grâce à son détective privé. Marcus poursuivit. « Tu as passé 12 ans à profiter de la loyauté de ma fille pendant que tu préparais ton plan d'évasion. Le compte aux îles Caïmans. La propriété en Suisse. La propriété au nom de ton frère. Tu pensais que je ne le saurais pas ? Chaque actif caché, chaque transfert frauduleux, chaque centime que tu pensais voler à ma famille a été suivi et signalé aux autorités compétentes. » Des murmures emplirent la salle d'audience. La juge Morrison leva la main, exigeant le silence. Émilie ne le sait pas encore, mais le fisc ARS a reçu hier un rapport complet détaillant tes plans d'évasion fiscale. Le barreau de l'État a été informé des irrégularités dans les fonds de tes clients. Ton cabinet d'avocat recevra sa copie lundi matin. Marc bondit sur ses pieds. C'est du harcèlement, de la diffamation. Le marteau de la juge Morrison tonna comme le tonnerre. Asseyez-vous ou vous serez expulsé. La voix de Marcus ne faiblit pas. Tu riais en signant les papiers du divorce parce que tu te croyais malin. Tu as amené ta maîtresse pour humilier ma fille. Pour la dernière fois, tu as fait l'erreur de sous-estimer la famille Wessler. Émilie fixait la lettre de son père. Les larmes brouillaient sa vision. Même après la mort, Harald l'a protégée. L'art qui était accroché dans ta maison est à moi. La maison de vacances où tu divertissais tes conquêtes est à moi. Le fonds fiduciaire sur lequel tu comptais est terminé. Mais voici ce que tu ne savais pas. J'ai aussi acheté l'immeuble de ton cabinet d'avocat il y a 6 mois par l'intermédiaire d'une société écran. Le visage de Marc devint cramoisi. Son prestigieux cabinet d'avocat du centre-ville, symbole de son succès, appartenait à l'homme qui l'avait trahi. Ton bail expire le mois prochain. Les documents d'expulsion seront signifiés lundi. Je te suggère de trouver un nouveau logement à la fois pour ton cabinet et pour ta petite amie. Stéphanie s'enfuit de la galerie. Ses talons claquaient furieusement vers la sortie. La réalité de sortir avec un avocat sur le point de faire faillite et d'être radié du barreau avait enfin pénétré son cerveau obsédé par les réseaux sociaux. Marcus plia soigneusement la lettre. Harald Wessler avait conclu ainsi « Émilie, tu méritais mieux que cet homme. » La salle d'audience se tut, à l'exception de la respiration lourde de Marc. Son empire d'arrogance s'était effondré en 15 minutes de précision juridique. La juge Morrison regarda l'homme dévasté devant elle. « Monsieur Evans, avez-vous quelque chose à dire ?» La bouche de Marc s'ouvrit et se ferma comme un poisson cherchant de l'air. Pas de mots, pas de rire, pas de commentaires arrogants. Juste le son d'un homme voyant son monde entier s'écrouler. Le marteau de la juge Morrison finalisa le décret de divorce avec une précision chirurgicale. Le mariage entre Emily Wessler et Mark Evans est par la présente dissous. Tous les actifs contestés sont attribués à Emily Wessler, conformément aux directives de la succession d'Harald Wessler. Mark resta figé, regardant les papiers qui étaient dans le passé de son billet pour la liberté à son arrêt de mort financier. L'homme qui était entré en se pavanant, espérant repartir avec des millions, faisait maintenant face à des enquêtes criminelles, à un effondrement professionnel et à une honte totale. Émilie se leva lentement. Son sang-froid était intact. Malgré le tremblement de terre émotionnel de la dernière heure, elle était entrée dans cette salle d'audience en s'attendant à un accord de divorce standard. Au lieu de cela, elle avait découvert le dernier acte d'amour de son père, un chef-d'œuvre de fureur protectrice qui avait mis 6 mois à se préparer. Marcus Weave s'approcha d'elle avec un doux sourire. « Ton père voulait que je te donne ça après la procédure. » Il lui tendit une enveloppe plus petite marquée « Pour le nouveau départ d'Émilie ». À l'intérieur se trouvait une simple note « Ma chérie, au moment où tu liras ceci, justice sera rendue. L'homme qui a trahi ta confiance a appris que les actions ont des conséquences. Tu as ta liberté, ta dignité et les ressources pour construire la vie qui te rendra heureuse. Souviens-toi, tu n'as jamais eu besoin de lui. Tu avais juste besoin de te souvenir à quel point tu as toujours été forte. Avec amour, papa. » Émilie plia soigneusement la note, ses yeux s'emplissant enfin de larmes. L'avocat de Marc rangeait fiévreusement ses affaires, calculant déjà comment se distancier de la tempête juridique imminente. Les comptes offshore déclencheraient une enquête fédérale. Les plaintes au barreau ruineraient bas la carrière de Marc. Les accusations d'évasion fiscale signifiaient probablement la prison. Alors qu'Émilie se dirigeait vers la sortie de la salle d'audience, Marc retrouva enfin sa voix. « Émilie, attends, nous pouvons arranger ça. Je peux tout expliquer. » Elle s'arrêta à la porte et se retourna pour regarder l'homme qui avait passé 12 ans à sous-estimer sa force et l'amour de son père. L'avocat suffisant, qui avait ri en signant les papiers du divorce, ressemblait maintenant exactement à ce qu'il était,
un petit homme désespéré qui avait tout misé sur sa propre arrogance et avait perdu de façon spectaculaire. La voix d'Émilie était calme, mais claire et résonna dans toute la salle d'audience avec une clarté parfaite. « Tu sais, Marc, ce qu'il y a d'ironique à rire le dernier, c'est qu'il faut le mériter. » Les portes se refermèrent derrière elle définitivement. Dehors, le soleil d'automne de Chicago semblait plus chaud qu'il ne l'avait été depuis des années. Son téléphone vibrait de messages de collègues qui avaient déjà entendu les rumeurs au palais de justice sur la procédure dramatique. Mais Émilie les ignora tous. Elle avait une entreprise à diriger, une vie à reconstruire, et pour la première fois depuis des années, la liberté de faire les deux sans la trahison tapie dans l'ombre. Parfois, la justice passe par les tribunaux et les avocats. Parfois, elle passe par l'amour d'un père qui a refusé de laisser le traître de sa fille profiter de sa douleur. Mark Evans avait appris la leçon la plus difficile de toutes.